Difficile de conduire de nuit après un tel concert. Heureusement, il me suffisait de suivre la voiture des Hollandais sans réfléchir à mon itinéraire. Je savais que je pouvais faire confiance à Hans. Il avait conservé tous ses esprits. Je conduisais machinalement et pourtant la route me sembla bien longue. On traversait des bois, des champs et d'innombrables villages dans lesquels je devais m'efforcer de me concentrer pour ne pas renverser les quelques passants encore présents dans les rues. Le plus dur était d'éviter les voitures qui roulaient dans tous les sens, la plupart du temps sans éclairage. Les balinés croient en la réincarnation et de ce fait n'ont pas peur de la mort. Cela les rend très imprudents, qu'ils soient piétons ou au volant. Le pauvre mortel que je suis devait redoubler de vigilance. Il était près de minuit lorsque nous arrivâmes sur la plage de Pemuteran. La nuit était noire, mais des points lumineux révélaient la présence de plusieurs personnes en différents endroits de la plage. La lune se dégageait par moments de la tentative d'étouffement des nuages et illuminait alors de sa lumière blanche et froide les petites vagues qui léchaient le sable. Nous nous retrouvâmes tous les trois devant un fonctionnaire qui filtrait l'accès à la plage. « Bonsoir, nous venons voir les tortues, » dit Hans. « Bonsoir, vous avez le droit d'accéder à la plage si vous respectez les consignes. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 2 mètres des tortues adultes. Il ne faut pas non plus élever la voix. Et vous devez rester côté terre. Vous n'avez pas le droit de marcher dans l'espace qui sépare les tortues de la mer. » D'accord. Bonne soirée. Nous foulâmes le sable en silence, humant l'air chaud de la nuit chargé de subtiles senteurs marines. Nous distinguions de grosses masses sombres éparpillées sur la plage, des tortues de 1,10 m et 120 kg chacune. Elles semblaient immobiles, comme endormies sur le sable. La lumière blafarde qui apparaissait épisodiquement, telle celle d'un phare céleste, leur donnait l'apparence d'êtres préhistoriques inquiétants. Nous les regardâmes interdits pendant un long moment. Pour rien au monde, nous n'aurions troublé leur quiétude. Ils s'apprêtaient à accomplir le plus bel acte du monde dans un silence religieux, à peine froissé par l'infime clapotis des vagues. Nous étions plongés dans un univers de lenteur, immergés dans le calme, engourdis par notre fascination pour cet instant rare, ressentant les sourdes pulsations de nos cœurs résonner au plus profond de nous. De longues minutes passèrent ainsi sans que nous prononçâmes un mot. Puis nous nous dirigeâmes vers un groupe de gens rassemblés un peu plus loin. Ils appartenaient à une association de protection de la nature, dépêchés sur place pour l'occasion. Ils protégeaient les tortues et surveillaient les œufs en attendant leur éclosion, car une fois pendus, ceux-ci étaient abandonnés dans le sable par les mères. Ils nous expliquèrent qu'ils tenaient un registre des naissances annuelles pour suivre les statistiques d'année en année. Les tortues avaient été chassées pendant des siècles, mais le gouvernement, sensible à la menace grandissante de disparition de l'espèce, avait enfin fini par proscrire leur commerce. Depuis, le braconnage battait son plein et les fonctionnaires faisaient quelques efforts pour surveiller les rares plages concernées pendant la courte saison de la pente, 1 ou 2 nuits par an. Les tortues qui venaient pondre ce soir étaient nées ici, sur cette même plage, il y avait plus de 50 ans. Elles avaient voyagé durant toutes ces années, parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et revenaient donner la vie à l'endroit précis où ils étaient nés un demi-siècle auparavant. Personne ne savait pourquoi. Aucun scientifique ne pouvait l'expliquer. C'était ainsi.
et c'était très émouvant. Je regardais ces tortues silencieuses, gardiennes d'un secret millénaire, porteuses d'une sagesse inconnue. Pourquoi revenait-elle ici? Comment avait-elle mémorisé ce lieu? Comment était-elle parvenue à se diriger à travers les océans pour revenir précisément ici, sur le lieu même de leur naissance? Quel était le sens de cet acte? Autant de questions qui resteraient sans réponse. Nous attendîmes pendant près de 3 heures l'éclosion des œufs, et c'est les yeux écarquillés et le cœur attendri que nous regardâmes les bébés à peine nés se diriger vers la mer. Parcourant sans hésitation les quelques mètres qui les séparent de l'eau, nous apprîmes que la plupart d'entre eux allaient mourir dans les prochaines heures, dévorés par divers prédateurs, et parmi eux, les requins. Ceux qui réussiraient à rejoindre le large et ses profondeurs auraient ensuite plus de chances de s'en sortir. Statistiquement, sur les naissances de la nuit, un seul survivrait au bout du compte. La vie est une loterie, dit Claudia, dépitée. La vie est une course perpétuelle, lui retorqua son mari. Seuls les plus rapides s'en sortent. Ceux qui traînaient, papillonnent ou s'accordent des plaisirs meurent. Il faut toujours aller de l'avant. J'étais abasourdie autant par les bébés tortues que par ce que je venais d'entendre. C'est extraordinaire. En quelques mots seulement, chacun avait résumé toute sa vision de la vie. La dernière pièce du puzzle hollandais se mettait en place, donnant un sens à l'ensemble des scènes dont j'avais été le témoin. Je comprenais maintenant pourquoi Claudia acceptait le rôle de ménagère imposé par son mari. Elle avait juste tiré le mauvais numéro. Quand on a perdu, on a perdu. Et on n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On n'argumente pas quand on perd au casino ou au loto. Les choses sont comme elles sont. Il ne sert à rien de vouloir les changer. Quant à Hans, je comprenais mieux son obsession de l'action et son incapacité à s'accorder des instants de détente. Je me demandais si les tortues avaient, elles, aussi des croyances sur la vie, ou si au contraire l'absence de croyances leur permettait finalement de vivre plus en harmonie avec elles-mêmes. Je regardais les bébés tortues se diriger sereinement vers leur élément naturel et me demandais lequel survivrait et reviendrait ici, dans 50 ans, lorsqu'il aurait atteint à son tour l'âge de donner la vie. Le retour sur ma plage s'était bien passé. Puis j'avais pris mon rituel bain de nuit, me donnant à quoi ressemblerait mon parcours si j'étais un bébé tortue. Étant par nature en proie aux hésitations, je me demandais si l'expression « dévorée par le doute » n'aurait pas revêtu un sens bien particulier dans ce contexte. Le lendemain matin, je me réveillai assez tôt, après une très courte nuit. Je voulais avoir le temps de rassembler les informations que le guérisseur m'avait demandées, avant d'aller le rejoindre le plus vite possible. Je repérai dans mon guide le palace le plus proche et sautai dans ma voiture. 20 minutes plus tard, je passais au ralenti devant l'entrée de la Mankila, sans doute l'un des plus beaux palaces du monde et aussi l'un des plus intimes. J'avalais ma salive en franchissant l'entrée du parc au volant de ma voiture de location premier prix, et je pris brutalement conscience de son incongruité accentuée par sa saleté après 15 jours de cravahutage sur les routes poussiéreuses de l'île. Je remontais à faible allure l'allée bordée d'opulents massifs de fleurs, espérant faire le moins de bruit possible et me garer le plus loin possible que je pus de la réception.
j'empruntais le joli sentier qui y menait, zigzagant à travers un jardin paysager d'un raffinement exquis. Sur une pelouse bordée de rocailles, je vis 2 employés à genoux dans l'herbe, munis chacun d'une paire de ciseaux. Ils taillaient consciencieusement le gazon. Dans ce genre d'endroit, une vulgaire tondeuse était exclue. Elle aurait troublé la quiétude des résidents. Je restai un instant interloqué avant de reprendre mon chemin, tentant d'adopter une démarche naturelle, feignant l'indifférence des habitués. Ce fut difficile de rester dans ce registre quand la beauté du site qui s'offrit à ma vue me coupa presque le souffle. Une succession de bâtiments sans étage et partiellement sans murs, élaborés dans un style colonial contemporain, constitué de matériaux recherchés, de bois rares, de belles pierres, offrant à l'œil un doux dégradé de temps crème, s'ouvrait en direction de la mer. Face à eux, une enfilade de 3 sublimes piscines à débordement sur 3 niveaux. La première était remplie à ras-bord d'une eau qui glissait silencieusement vers la deuxième, en contrebas qui elle-même se déversait dans la troisième. Dans l'axe, au loin, vue vertigineuse sur la mer, du même bleu que les piscines. Celle-ci était si magiquement intégrée au paysage qu'il semblait que la mer elle-même avait été colorée pour s'y assortir. Au-dessus, l'immensité bleue du ciel. Quelques cocotiers et autres arbres tropicaux étaient judicieusement disposés pour renforcer la beauté et la perfection du site. J'avais l'impression que rien n'aurait pu être ajouté ni soustrait sans entacher cette perfection. Un calme absolu, pas de présence humaine visible. Les résidents préféraient sans doute l'intimité des piscines privées dont ils disposaient devant chaque suite, dans d'élégants jardins privatifs abrités des regards. Seuls quelques employés dont la livrée écrue se fondait sur les murs faisaient parfois une discrète et silencieuse apparition, se glissant tels des fantômes entre les colonnes des bâtiments épars. Je repris mon chemin vers la réception, ayant de plus en plus de mal à me sentir à l'aise en ce lieu. Je fus accueilli par un homme distingué, lui aussi en livrée écrue, affable et souriant. Je pris un air assuré. « Bonjour, je voudrais consulter un écran connecté à Internet, s'il vous plaît. » Vous résidez à l'hôtel, monsieur? Pourquoi me posait-il la question? Il savait pertinemment que non. J'avais lu dans mon guide que l'hôtel employait 200 personnes pour s'occuper des 70 résidents. Les salariés apprenaient tous les jours par cœur leurs noms qu'ils employaient chaque fois qu'ils les croisaient. « Comment allez-vous, monsieur Smith? Belle journée, madame Green, n'est-ce pas? Vous avez l'air en plein forme, monsieur King. »« Non, je suis au Légion, mentis-je, disant un autre palace de l'île. Je suis en déplacement dans l'Est et j'ai absolument besoin de me connecter quelques minutes à Internet. De toute façon, j'étais sûr qu'il ne conduirait pas un occidental. Veuillez me suivre, s'il vous plaît, monsieur. » Il me conduisit dans une élégante salle équipée d'un ordinateur déjà allumé, prêt à m'accueillir. La pièce était presque aussi vaste que l'appartement dans lequel je vivais à l'année. Atmosphère calfeutrée, moquette épaisse au sol, boiserie tropicale au mur, porte vitrée à petits carreaux dont la poignée sculptée devait coûter aussi cher que mon billet d'avion. Il me fallut moins d'un quart d'heure en consulter les diverses propositions du moteur de recherche pour accéder à l'information que je désirais. Ce que je lus confirma ce qu'avait rapidement évoqué le guérisseur. Les laboratoires pharmaceutiques réunissaient des patients volontaires atteints d'une maladie.
et distribuait à la moitié d'entre eux le médicament qu'il venait de mettre en point pour soigner cette maladie, et donnait à l'autre moitié un placebo, c'est-à-dire une substance inactive, parfaitement neutre, qui avait l'aspect d'un médicament. Ces patients, bien sûr, ne savaient pas qu'on leur avait prescrit un placebo. Ils croyaient que c'était un médicament censé guérir leur mal. Les chercheurs mesuraient ensuite les résultats obtenus dans chacun des deux groupes de patients pour qu'ils puissent démontrer l'efficacité de leur médicament. Il fallait que les malades l'ayant absorbé présentent des résultats supérieurs à ceux constatés dans le groupe de personnes ayant pris le placebo. Je découvris ainsi que les placebos avaient un certain impact sur les maladies, ce qui était déjà extrêmement surprenant puisqu'il s'agissait de maladies réelles et que les placebos étaient, quant à eux, des substances tout à fait inactives. Le seul apport était donc psychologique. Les patients croyaient qu'il s'agissait d'un médicament et donc croyaient que cela allait les guérir. Et dans certains cas, cela suffisait effectivement à les guérir. Ce qui me fit vraiment réagir, c'est le nombre de cas pour lesquels la croyance en la guérison suffisait à guérir le patient. Elle était en moyenne de 30%. Même des douleurs pouvaient disparaître. Un placebo était aussi efficace que la morphine dans 54% des cas. Des patients avaient mal, ils souffraient et l'absorption d'un vulgaire comprimé de sucre ou de je ne sais quel ingrédient neutre supprimait leur douleur. Il suffisait qu'ils y croient. Je continuais de consulter, méduser, quantité de chiffres similaires concernant des maladies diverses et variées. Puis je tombais sur le chiffre qui me cloua sur place, les doigts comme englués sur le clavier. On avait administré à des malades un placebo présenté comme de la chimiothérapie et 33% d'entre eux avaient intégralement perdu leurs cheveux. J'en restais bouche bée devant mon écran. Ces malades avaient avalé l'équivalent d'un morceau de sucre en croyant que c'était un médicament dont l'effet secondaire bien connu est la perte des cheveux. Ils avaient effectivement perdu leurs cheveux. Mais ils n'avaient rien avalé d'autre qu'un putain de morceau de sucre. Nom de Dieu! J'étais pétrifié, confondu par ce pouvoir des croyances sur lesquelles avait tant insisté le guérisseur. C'était tout simplement incroyable. Et pourtant, les chiffres étaient bien réels, publiés par un très sérieux laboratoire réputé pour ses chimiothérapies. L'instant d'après, je me sentis bizarrement un peu révolté. Pourquoi en effet ne révélons-on pas ces chiffres en grand public? Pourquoi ne pas les confier aux médias? Cela ouvrirait des débats qui finiraient par amener la science à se pencher sur la question. Si des phénomènes psychologiques permettaient d'avoir à ce point un impact sur le corps et les maladies, pourquoi concentrer la recherche sur la production de coûteux médicaments jamais exempts des effets secondaires? Pourquoi ne pas s'intéresser davantage aux moyens de guérir les malades par la voie psychologique? Je quittai la pièce en laissant volontairement mon écran allumé sur la page, communiquant ces données. Avec un peu de chance, le prochain résident à entrer ici serait le patron d'un grand groupe de presse. Il n'était pas interdit de rêver. Je saluai négligemment le réceptionniste en partant, bien sûr sans chercher à régler mon temps de connexion. Ce serait apparu peu crédible de la part d'un habitué de ce genre d'endroit.